Personnellement, au début des années 50, j'avais lu le livre de Heinrich Harrer, 7 ans d'aventure au Tibet, où je découvrais qu'il existait un pays dans le monde où des Occidentaux étaient prêts à oublier le progrès, leur famille, et désiraient vivre et mourir dans ce pays. Un choc pour un garçon qui avait connu toutes les destructions du dernier conflit. Parallèlement à une carrière au télécom, j'ai enseigné à l'Université de Paris la géographie du Tibet et à la retraite, finalisé un atlas du Tibet avec 157 cartes et 24 000 toponymes en français et en tibétain. Si on compare géographiquement parlant la Chine et le Tibet, la Chine c'est 10 millions de kilomètres carrés, le Tibet seulement 2,2 millions. Si on regarde la population, la Chine c'est 1,250 milliard d'habitants, le Tibet moins de 10 millions d'habitants. Concernant la géologie, l'ancien continent antarctique s'est fractionné en 3 dans le passé. Une partie a dérivé au sud pour former l'Antarctique, une seconde a dérivé à l'est pour former l'Australie, et la troisième a dérivé au nord, surélevé les sédiments de la mer de Tétis et heurté le continent asiatique pour former l'Inde. Ces sédiments non consolidés forment le plateau tibétain à 4000 mètres d'altitude. La croûte terrestre a cédé à plusieurs endroits, comme par exemple pour la formation de la chaîne de l'Himalaya. Concernant l'hydrologie, au sud, tous les grands fleuves de l'Inde du Nord prennent leur source au pied d'un grand massif montagneux dominé par le mont Kailas, situé au sud-ouest du Tibet. En conséquence, cette montagne est sacrée et l'objet de nombreux pèlerinages pour les Tibétains et les Indiens. Faire le tour du mont Kailash est aussi un must pour tous les amateurs de trekking dans le monde. Il y a 3 à 4 jours de marche au voisinage de 6000 mètres. Plus au nord, une région sans écoulement à la mer est couverte de grands lacs qui sont à l'origine du commerce du sel avec l'Inde et le Népal. Enfin, à l'est, tous les grands fleuves de la Chine prennent leur source et entraînent des millions de tonnes de sédiments chaque année sur les grandes plaines du centre de la Chine. Concernant la végétation, seule une frange au sud-est du pays reçoit un peu la mousson, permet quelques cultures potagères et la présence de quelques forêts. Pour survivre dans un pays où le sol est gelé entre 6 et 8 mois par an, le Tibétain cultive dans quelques plaines irrigables ou le pin de limon, l'orge qui ne demande que 3 à 4 mois pour produire. On voit sur l'image en bas au centre un village typique tibétain. Il y a non seulement des maisons, mais quelques terres irrigables et des enclos pour les yaks. Les conditions de vie. Concernant le climat, loin des océans, le Tibet ne reçoit que rarement la pluie. Compte tenu de l'altitude, la température descend fréquemment à -30 et -40 degrés l'hiver. Quand le vent souffle et que les conditions perdurent, animaux sauvages et hommes sur les hauts plateaux peuvent être décimés. Pour la faune, comme la neige est peu abondante, les animaux herbivores, qui peuvent naturellement résister au froid et au vent glacial, vont trouver de l'herbe tendre sous une faible épaisseur de neige. On trouvera donc des chevaux comme le cheval de Przewalski, l'ancêtre des races actuelles, des antilopes et des yaks. Les conditions de vie pour l'homme ne sont pas faciles. L'homme n'a survécu que grâce à la domestication du yak et à la culture de l'orge. La terre arable telle que nous la connaissons n'existe pas. Il faut exploiter de maigres surfaces limoneuses dans le fond des rivières qui sont susceptibles d'être exploitées. L'orge, conservée jadis dans des silos en pierre, permettait de survivre pendant les années sans récolte. Le yak fournit le cuir, la laine et peut être tissé pour faire du feutre. Le lait qui est transformé en yaourt, en beurre ou en fromage, et enfin la viande que l'on ne consommera qu'avec parcimonie, car le fait de tuer les animaux rebute les Tibétains.
Toutefois, dans chaque temple de nomade, on trouvera une carcasse de yak séché. Depuis le 7e siècle, le Tibétain consommera aussi des feuilles de thé. La nourriture de base est la tsampa, un bol de thé et de farine d'orge grillée, où on ajoute un divers, le beurre, en général un peu rance, et du sel. Les conditions de vie sont à la limite de l'extrême, mais les paysages souvent grandioses dans un ciel toujours bleu ont été propices à des modes de pensée plutôt mystiques et réduit la distance entre l'homme et les dieux. La fameuse route de la soie a permis des échanges de marchandises entre la Chine et l'Europe dans l'Antiquité. L'itinéraire dépendait de la stabilité des États traversés. Avant le 7e siècle, le Tibet se contourne et ne se traverse pas. Depuis le milieu du 7e siècle, les rois du Tibet et l'empereur de Chine s'échangent des cadeaux. Souvent la caravane qui les transportait quittait Lhasa avant le retour de celle de l'année précédente. Il y avait 2400 km de steppe aride avant le premier poste chinois. Il n'y avait pas de véhicules à roues, pas de route, des pistes. Au sud, au centre du pays, une centaine de ponts métalliques furent construits au XVe siècle. Certains avaient des portées de 100 mètres. Mais au-delà du centre, pour sortir du pays, il n'y avait que des ponts de cordes. L'occupant chinois a créé depuis l'occupation du Tibet des routes stratégiques afin de pouvoir accéder rapidement à ses unités militaires postées face à l'Inde, dont la fameuse route de l'amitié qui relie Lhasa à la frontière népalaise. Enfin, depuis 2006, le chemin de fer atteint désormais Lhasa. Des voies de chemin de fer rapide sont même en projet. Tout est fait pour inonder le pays d'immigrants chinois. La vallée du Yarlung. C'est dans cette vallée que s'est développée la civilisation tibétaine. Cette vallée en Y inversé était à l'époque une des plus riches vallées du Tibet. Les premiers habitants. La légende rapporte qu'à l'emplacement de la ville actuelle de Tsetang au nord, un singe et une démone des rochers s'accouplèrent. Leurs enfants jouaient dans cette plaine, si bien qu'on appela cet endroit Tsetang ou la plaine des jeux. Les premiers rois tibétains. L'héritier de la dynastie des Lishavi au Népal étant poursuivi par ses frères qui voulaient le tuer, les paysans tibétains, à sa vue, le considérèrent comme descendu du ciel et le proclamèrent roi. Le premier roi, Nyakri Tsampo, aurait vécu au IIIe siècle. Son château, à droite, dressé face à la plaine, se visite. Naissance de la nation tibétaine. Toute cette période, 200-600, nous est connue, ainsi que l'histoire des dynasties qui se sont succédées, grâce aux annales historiques retrouvées à Tunhuang sur la route de la soie. Était expert dans l'art de forger l'acier et dans l'élevage de nouvelles races de chevaux. Ils équipent l'armée chinoise et commencent à s'enrichir. La Chine va influencer le Tibet, qui y trouve un modèle d'administration et de règles pour la cour. Comme pour les empereurs de Chine, les rois du Tibet se feront enterrer avec femmes et domestiques dans de grands tumulus. Celui de Songtsen Gampo ne peut être manqué. Il est surmonté d'une chapelle. Vers 640, le roi du Yarlung, Slonsted, fédère les 17 bannières tibétaines et bâtit dans la plaine du Kichu, sur un éperon rocheux, le grand château, le Potala, où il s'installe. Il introduisit un alphabet basé sur un modèle indien. Son fils, Songtsen Gampo, se maria à la princesse népalaise Prithung, qui apporta en dot une statue de Bouddha en or massif et encouragea l'enseignement du bouddhisme au Tibet. Le refus de donner une princesse chinoise fut l'objet d'une terrible guerre avec l'empereur de Chine.
Le roi du Tibet chassa d'abord les princes turcs vers la Bactriane et la Perse et annexa leur pays. Il entra ensuite en Chine où il occupa la moitié des préfectures. L'empereur dut céder et offrir à la princesse Wenchen, qui apporta elle aussi en dot une statue de Bouddha en or. Le mariage officiel eut lieu à Hou-Yuan, dans le Gansu. Il construisit alors 2 temples au centre de la ville, Jokang et Ramosché, pour y placer les statues de Bouddha en or des 2 princesses. Le Jokang est le temple le plus sacré. Au Tibet, toute visite du monastère comprend le tour extérieur et intérieur de celui-ci. La circonvolution du Jokang est une série de rues qui contournent l'édifice et qu'on appelle le Barkor, dans lesquelles tout le monde circule dans le sens des aiguilles d'une montre. Les successeurs de Songtsen Gampo vont pendant plusieurs siècles occuper une partie du territoire chinois. Dès au 8e siècle intervient ce qu'on appelle la deuxième diffusion du lamaïsme. Les élites tibétaines partent généralement se former dans les écoles en Inde ou en Chine. Ils rentrent au pays en attirant quelques amis, quelques professeurs. Venant de l'Inde, le moine Padmasambhava, qui est aussi un magicien, va provoquer puis confondre les tenants des anciennes pratiques chamanistes et à ancrer plus profondément le bouddhisme au Tibet. Il fait construire à Samye, en 778, un grand temple sur le modèle d'un temple indien du Bihar. C'est dans cette enceinte que se tiendra un concile où s'opposèrent un moine indien partisan de la méthode graduelle et un moine chinois tenant de la méthode subite pour un accès plus rapide à la délivrance. Le texte complet de cette controverse, en tibétain et en chinois, avec questions et réponses, nous est parvenu. La pratique sérieuse de la religion va gagner sur les pratiques douteuses. Les chamans ne comptent plus, mais leur pratique va gangréner la pratique du bouddhisme tibétain jusqu'à nos jours. Vers 850, les fils de Ralpachen se partagent le pays. C'est la fin du Grand Tibet, la Chine récupère ses préfectures. Les grottes de Mogao et la bibliothèque tibétaine. Si les grottes de Mogao font partie du patrimoine culturel chinois, la bibliothèque tibétaine fait partie du patrimoine culturel tibétain. Lorsque le bouddhisme pénètre en Chine, les clans de cette région prirent l'habitude, comme en Inde, à Ajanta, etc., d'aménager des grottes contenant des statues et des peintures murales. Les Tibétains occupèrent la région vers 650 et aménagent un centre de traduction des textes bouddhistes écrits en sanskrit ou en brahmi vers le tibétain et le chinois. Ce centre va fonctionner pendant 3 siècles jusqu'au retour de cette région à la Chine. Les Tibétains, en quittant la place, en avaient muré l'entrée. Ce n'est que vers 1900 que la rumeur annonce la présence de manuscrits dans cette région. En effet, un trou dans la paroi d'une grotte a fait apparaître des manuscrits. Après, le savant anglais Stein, Paul Pelliot, va ramener à la Bibliothèque nationale des centaines d'ouvrages inédits, notamment les textes bouddhistes indiens les plus anciens, car tous ceux de l'Inde n'avaient résisté ni au pillage des hordes musulmanes, ni à la mousson. On découvre l'organisation de la société tibétaine, ainsi que des annales historiques rapportant tous les détails de la cour et de la vie quotidienne au Tibet. Les grottes seront entretenues jusqu'au XIIIe siècle. C'est sur ces textes que j'ai appris le tibétain au cours de la Sorbonne de 56 à 67. Padmasambhava avait prêché un bouddhisme
qui utilisait aussi les exercices issus de la magie et du chamanisme, c'est-à-dire peu orthodoxes, et qu'on a appelé le tantrisme. La pratique du bouddhisme conventionnel consiste par une conduite irréprochable, pensée pure, parole pure, acte pur, à obtenir des mérites afin d'obtenir une vie meilleure et une libération rapide dans le statut de Bouddha. Le tantrisme permet par contre, par des méthodes ésotériques, d'atteindre le même but, mais beaucoup plus rapidement. Cérémonies démoniaques, breuvages ignobles, etc. Tout est bon pour faire perdurer les rites chamanistes des anciennes croyances. Les bons, plus les Nyingma, feront un dosage habile de celle-ci et de la pratique du bouddhisme. Nombreux seront les nouveaux prédicateurs indiens qui, chassés par l'invasion musulmane en Inde, vont relancer la pratique du bouddhisme au Tibet. C'est ainsi que Atisha apportera des idées nouvelles, plus de bouddhisme et moins de pratiques douteuses, et fait construire de nombreux monastères. De nombreux personnages religieux vont se mettre en avant. Ils vont attirer des fidèles, feront rentrer de l'argent, ce qui permettra la construction d'autres familles de monastères, Kagyupa, Kadampa, Karmapa, Sakya, etc. Ici, on va jeter un regard sur cet événement survenu en Mongolie à la cour du Grand Khan. Le père de Gengis Khan avait convoqué les représentants de toutes les religions en vue de rechercher une religion officielle. Le pape avait envoyé une délégation conduite par Guillaume de Rubruck. Il y avait de nombreux candidats, les nestoriens, les zoroastriens, les taoïstes, etc. Lorsqu'il lui proposa de se faire baptiser, sous prétexte que les non-baptisés finissaient leur vie dans le feu des enfers, son sang ne fit qu'un tour. Son père serait donc en enfer. La délégation eut 48 heures pour quitter la ville et disparaître. C'est le supérieur du monastère de Sakya au Tibet qui remporta la joute. Il reçut beaucoup de cadeaux. Le temple de Sakya, avec sa salle de 5000 m² est le plus grand du Tibet. Plus important, le Tibet sera considéré par les Mongols comme un pays sacré. Chaque fois que son intégrité sera menacée, à la requête du roi ou des Dalai Lama, une armée mongole interviendra au Tibet. En 1360, c'est Tsongkhapa qui va remettre de l'ordre dans le bouddhisme tibétain. C'est un moine brillant, il atteint rapidement de hautes fonctions dans la hiérarchie, où il décide de mettre de l'ordre. Il interdit les dérives du tantrisme, les incantations, la magie, l'alcool, le mariage, et décide de revenir à la couleur jaune des vêtements, d'où le nom de la secte des bonnets jaunes ou Gelugpa. On lui doit la construction des grands temples autour de Lhasa, Drepung, Sera, Ganden, Kumbung, Labrang dans Namdo, Chabdo dans le Kham. Son successeur construira le monastère de Tashilhunpo à Shigatse et sera reconnu comme représentant officiel des églises bouddhistes en Chine, ou Dalai Lama, les Dalai Lama au Tibet. De nombreux monastères passent sous la tutelle des Gelugpa. Les tenants des autres écoles s'allient alors au roi du Tibet en 1630 pour les chasser de Lhasa. L'armée mongole intervient, met en déroute les émeutiers et les troupes royales avant de ramener un nouveau Dalai Lama à Lhasa. Ce dernier, le grand cinquième, mettant fin à la royauté, s'empara du pouvoir temporel et restaure son autorité sur l'ensemble du Tibet. Il nomme son ancien précepteur Panchen Lama, responsable du pouvoir religieux du bouddhisme tibétain. Il s'installe dans la demeure royale du Potala. Il y fait construire un nouveau bâtiment, le Palais Blanc,
où se trouvent actuellement les tombeaux en forme de stupa en or massif des 13 Dalai Lama. Tous les Dalai Lama n'auront pas une conduite exemplaire. Le 6e sera un adepte des tripots de Lhasa, et ses poèmes d'amour sont célèbres dans tout le Tibet. Les adeptes des anciennes pratiques, les tenants de l'Église rouge, par opposition à ceux de l'Église jaune, se révoltent devant le prosélytisme de la nouvelle religion. L'armée qui gère les frontières est absente de Lhasa. Il en résulte à chaque fois une intervention des armées mongoles et chinoises en 1727, en 1752 et en 1791, où ils s'étaient alliés à la puissance Gourkha du Népal. Toutes ces interventions ne feront qu'accroître l'importance du parti chinois à Lhasa. En conséquence, les Chinois laisseront des garnisons dans les 4 coins du Tibet et nommeront un préfet à Lhasa. Les voyageurs. Au XVIe, XVIIe siècle, des capucins et des jésuites s'installent. Ils sont tous bien accueillis, mais ne restent pas longtemps. Le révérend Huc rapportera dans ses mémoires « Observations miraculeuses dans l'exercice du labaïsme ». Leur prosélytisme excessif conduit rapidement à leur expulsion, avec pour conséquence un décret de 1847 qui interdit le pays aux étrangers. Toutefois, des commerçants ou des aventuriers tentent de pénétrer, mais ils sont généralement repoussés avant d'atteindre Lhasa. George Bogle pour la Compagnie des Indes, les Anglais Turner, Manning, les Français Bonvalot du Treuil de Reims, d'Olonne, Grenat, puis les Pandites du Surveillia, des agents du Tsar, Prjalski, Dorjiev, des Allemands, Grunwedel et Lecoq, l'explorateur suédois Svenedin, les Américains Rock et Röhrich, puis, parmi les derniers, Bacco et Alexandra Dadvidnel, qui sera la première femme à atteindre Lhasa. L'intérêt de la Russie pour le Tibet. La Russie s'est étendue jusqu'au territoire de Bering. C'est alors que Prjalski explore le nord du Tibet. Dorjiev s'installe à Lhasa et cherche à nouer des liens avec le gouvernement tibétain. Alors que les Anglais s'intéressent aux relations russo-tibétaines. L'Angleterre, qui a des accords commerciaux avec la Chine, recherche également un traité avec le Tibet, mais n'obtient aucune réponse du gouvernement autonome du Tibet. Elle s'inquiète de la situation au point de déclencher une expédition à Lhasa en 1904. Lhasa occupé, le gouvernement tibétain signera le traité de Simla avec l'Angleterre, la Chine et la Russie. Bien que la Chine n'ait plus aucun pouvoir au Tibet, elle signera un texte qui garantit l'autonomie interne du Tibet, mais dans le cadre de l'Empire chinois. C'est la façon dont les Occidentaux considéraient l'état du Tibet à cette époque. Les Anglais se retirent de Lhasa en gardant un souvenir mythique et contrasté de ce pays. Mais les relations humaines procurent une attirance irrésistible. Si on ne fréquente que les classes moyennes, c'est le paradis. Sir Charles Bell, un lord important de l'Empire britannique, va signer les accords de Simla, puis fait un passage à Lhasa. Il y achète tout de suite une maison et quittant ses fonctions officielles, finira sa vie en écrivant des livres pour faire connaître le Tibet en Occident. En bas à droite, le général en chef de l'expédition anglaise, Young Husband, dans son livre, décrit ainsi l'émotion qu'il a eue en quittant la ville. Je fus insensiblement envahi par une sorte d'exaltation délicieuse, par une immense bonne volonté. Cette joie ne cessa de grandir jusqu'à me faire vibrer le cœur avec une force extrême. Jamais plus je ne pourrais avoir de pensées mauvaises, jamais plus être l'ennemi d'un autre être humain. Toute la nature, toute l'humanité était baignée dans une lumineuse splendeur rose
et l'avenir ne serait plus désormais que clarté et joie rayonnante. Des propos surprenants pour un général de l'armée anglaise. L'invasion communiste. Le 13e Dalai Lama meurt en 1933 et un nouveau Dalai Lama est trouvé et élevé à Lhasa. Après avoir complètement vaincu les troupes de Chiang Kai-shek, Mao se décide à libérer le Tibet pour y installer un régime communiste. En octobre 1950, l'armée chinoise pénètre au Tibet. Le Dalai Lama prend ses fonctions puis se réfugie au Sikkim. Un accord est signé avec Mao Tse-tung garantissant l'autonomie de la province du Tibet à l'intérieur de la Chine communiste. Le Dalai Lama rentre à Lhasa. Le Dalai et le Panchen Lama seront à de nombreuses reprises les hôtes de Mao à Pékin. Mais une politique de collectivisation à outrance et les famines qui suivirent conduisit le peuple à se révolter. La répression fut terrible, notamment contre les moines. Sous la pression de la foule qui craint pour sa vie, le Dalai Lama quitte Lhasa le 11 mars 1959. Il réside aujourd'hui à Dharamsala, une ville au sud de l'Himalaya située entre Delhi et le Cachemire. Le Panchen Lama continue à coopérer jusqu'en 1987. Toutefois, il va publier, quelques années plus tard, un réquisitoire de 70 000 signes chinois pour dénoncer le génocide chinois au Tibet. Il sera emprisonné et humilié publiquement avant d'être empoisonné. Alors que la procédure de recherche d'un autre enfant se met en place, les Chinois font la sourde oreille et les moines nomment un nouvel enfant, Panchen Lama. Les Chinois vont réagir violemment, ils vont enfermer l'enfant et sa famille avant de les faire disparaître. La destruction des temples. Dans les années 80, la révolution culturelle a servi de prétexte à la destruction de la majeure partie du patrimoine culturel chinois et tibétain qui se trouvait loin des grandes villes. Heureusement, les grands temples du centre du pays, qui se trouvaient au bord des voies de communication, servaient de dépôt à l'armée chinoise et furent épargnés. Leurs peintures, couvertes de chaux, ont pu être nettoyées, mais quelques milliers d'ouvrages datant du 5e siècle à nos jours sont partis en fumée. Le grand monastère de Ganden, situé à 50 km au nord-est de Lhasa, devant la résistance des moines, fut détruit avec des bombes incendiaires. Il comprenait une cinquantaine de bâtiments et aujourd'hui la moitié de ceux-ci ont été reconstruits. Situé au sommet d'une colline dans une zone relativement isolée, sa reconnaissance fait l'admiration des touristes que nous sommes. Comment sont arrivés les matériaux de construction? Où sont les corps de métier? C'est un mystère. Ci-dessous, regardez ces jeunes qui font l'étanchéité des temples. Ils sont habillés en chinois pendant les heures de cours et à la tibétaine au retour à la maison et participent chaque fois que possible à la reconstruction des monastères. Le week-end, du lever du soleil à la nuit tombée, leurs chants cristallins résonnent dans les rues avoisinantes. Sur ce panneau, au siècle dernier, Lhasa était une petite bourgade insignifiante, à peine une dizaine de milliers d'habitants. Aujourd'hui, c'est une ville moderne avec ses avenues, ses buildings et ses tours. Sur cette page, nous allons voir quelques photos de la vie quotidienne. Un marché, en haut d'un col, des femmes, une rue de village,
Au centre, on voit dans la prairie un cercle avec les femmes qui chantent et qui dansent. Plus loin, derrière, vous verrez des tentes. Sous les tentes, les hommes jouent avec des dés. À droite, vous verrez un moine avec ses chiens. Pendant que je changeais la pellicule de mon appareil photo, un moine est sorti du monastère. Des chiens qui se trouvaient le long des murs se sont levés, sont venus dans sa direction. Le moine s'est mis à réciter des sutras. Il a un chapelet à la main. Les chiens vont le regarder sans bouger, absolument figé, droit dans les yeux. Et au bout de quelques minutes, le moine fera demi-tour, repartira dans son monastère. Les chiens repartiront se coucher d'où ils étaient venus. En bas à gauche, vous voyez une maison. Un jeune couple doit se marier. Les parents vont apporter les menuiseries. C'est tout le village qui va lui construire sa maison. Au milieu, en bas, nous sommes arrivés en haut d'un col. Une famille nous a précédés et est en train de prendre une collation. Le mari nous interpelle, se joigne à eux. Il y a de la tsampa, c'est pas grave, c'est les femmes qui vous pétriront la farine d'orge grillée pour vous. Ensuite, en bas à droite, vous voyez le passage au gué. Un camion chinois s'est enlisé sous un mètre d'eau, mais un peu plus loin, il n'y a que 30 cm et vous voyez un Inde avec une petite carriole, avec des Tibétains qui, eux, connaissant bien le passage, ne se sont pratiquement pas mouillés les pieds. En 1578, les Mongols, en reconnaissant le supérieur de Drepung Tsongkhapa comme Dalai Lama, ou grand protecteur de la région bouddhiste, mettaient un pied dans la politique intérieure du Tibet. Les rapports Chine-Tibet furent désormais de l'ordre protecteur laïque, maître religieux. Tous les empereurs chinois, mongols ou mandchous qui se succédèrent reconnurent l'autorité des Dalai Lama. Malheureusement, au Tibet, les révoltes des anciennes églises rouges contre le Dalai Lama nécessitèrent à plusieurs reprises le retour de l'armée chinoise pour rétablir l'ordre. Vont installer des garnisons aux quatre coins du Tibet et nommer un amban ou ambassadeur ou préfet à Lhasa. Ambassadeur pour les Tibétains, préfet pour les Chinois. Néanmoins, la souveraineté du Tibet paraissait totale, et lors de l'expédition de 1904, les troupes chinoises se contentèrent de présenter les armes aux troupes britanniques qui pénétraient dans le Tibet. Le Tibet, qui aurait pu avoir des relations diplomatiques avec l'extérieur, préféra demeurer absente, derrière ses frontières naturelles, et ignorer les déclarations faites ici et là sur la souveraineté de la Chine sur le Tibet. En 1959, au nom de la libération des peuples, les Chinois envahirent le Tibet. C'était la guerre froide, l'Occident a laissé faire. Le Tibet était-il un peuple libre ou un protectorat avec ses garnisons chinoises? Aujourd'hui, on se trouve en face de deux peuples qui vivent côte à côte en s'ignorant. En conclusion, après plusieurs séjours au Tibet, j'ai découvert une dimension dans l'exercice du bouddhisme qui m'avait échappé. Notre quête universelle est bien de surmonter les souffrances et de rechercher le bonheur, voire l'amour. Dans la recherche du bonheur, l'Occident a privilégié le travail qui permet l'accès à l'argent, puis à l'acquisition de menus plaisirs. Des bijoux, la jolie maison, les bons restaurants, la belle voiture, etc. Notre mode de vie, notamment celui des États-Unis, est devenu un modèle dans le monde, du moins le croyons-nous. Chez nous, c'est le bonheur qu'on achète. Au Tibet, c'est l'amour donné et reçu spontanément qui fait le sublime de la dimension bouddhiste de ce pays. Ici, personne n'est prêt à échanger son âme pour les mirages de l'Occident. Cela n'a échappé ni à Sir Charles Bell, ni à Francis Young Husband, ni à Alexandra David-Néel, ni à Heinrich Harrer, ni à tous ceux qui, en quittant ce pays, ont essuyé une larme, car ils quittaient un environnement, un monde qu'ils ne retrouveraient nulle part ailleurs, et qui restera un modèle dans l'aventure humaine.
Aujourd'hui au Tibet, plus que les paysages grandioses, plus que les temples couverts d'or, plus que ces décors intérieurs d'une incroyable richesse, ce sont bien ces expressions de bonheur qu'on lit sur ces visages qui font que tous les étrangers furent fascinés par ce pays. Rentrés en Occident, nous n'oublierons jamais ces sourires. Dans ces quelques pages, vous avez dû comprendre que le Tibet n'est ni la Chine, ni l'Inde, ni l'Occident et a une identité propre. Ce pays a une culture, une histoire, une unité nationale, avec une langue syllabique qui n'a aucun lien avec le système des idéogrammes chinois. Imaginez le supplice que subiraient les Français si un occupant imaginaire les obligeait à écrire de main avec des idéogrammes, et si le dit occupant avait brûlé leur bibliothèque. Les Tibétains ont su garder leur dignité, leur foi et leur culture malgré l'indifférence affichée des démocraties. À la fin de mes conférences sur le Tibet, parmi toutes les questions qui me sont posées, j'ai toujours celle-ci. Comment les Tibétains peuvent supporter tout cela? Quel avenir pour eux? Ma réponse est ambiguë. Tous les Tibétains savent que l'oracle de Nechung avait prédit en 1803 qu'il n'y aurait que 13 Dalai Lama à Lhasa. En effet, l'actuel 14e n'a exercé qu'à Dharamsala. Ensuite que le monde sombrerait dans le désordre et enfin, un jour, le futur Bouddha, Maitreya, ferait revenir l'ordre et la paix dans le monde pour sauver l'humanité. Il faut donc endurer les souffrances causées par la situation actuelle, et si on veut être positif, compte tenu de la surpopulation qui nous attend, puisque à la fin de ce siècle, nous serons 30 milliards et à la fin du suivant 100 milliards. Il faut savoir qu'en 1970, la population était de 4 milliards et à cette époque, il n'y avait pas de problème d'écologie, pas de problème de réchauffement de l'atmosphère. La seule solution serait l'arrivée d'un homme providentiel qui vienne nous dire « Arrêtez vos mensonges, on limite les essences ainsi que les biens des individus. Il y a aujourd'hui suffisamment de biens raisonnables pour satisfaire tous les besoins. Demain, une société plus égalitaire devra être mise en place. Vaut mieux s'y préparer. Un tel individu sera considéré comme le Bouddha de l'avenir au Tibet et un personnage exceptionnel en Occident, à la suite d'Alexandre, de César, de Napoléon ou de Kennedy. Mais il vaudrait mieux quand même ne pas trop attendre.